Tov, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout après une troisième absence, je ne sais pas, d'un certain temps déjà. D'un certain temps, là, je dois admettre que j'ai choisi un sujet que je comprends bien. C'est-à-dire, comment c'est que je comprends bien? Je comprends plus ou moins ce que comprend l'Israélien moyen dans ce sujet. Et puis rajoutons quelques quand même heures de préparatifs, quelques lectures par-ci par-là, quelques tentatives d'approfondir, je ne sais pas, un livre et d'autres choses. Eh bien, je voudrais quand même parler de l'aspect caché de ce sujet, qui est là, Israël en tant qu'État Startup Nation. Il y a ici certainement des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour en parler, chacun sous son aspect, chacun du point de vue de sa profession, de sa spécialisation et de son expertise. Moi, je voudrais en parler après quelques exemples célèbres, plus ou moins, que vous connaisserez plus ou moins, de différents domaines. Je voudrais parler de l'aspect caché, et puis pour voir effectivement qu'est-ce qu'on peut voir au-delà de cette fascination d'Israël, de sa réussite technologique, écologique, agricole, pharmaceutique et autres, etc., de ces dernières décennies. D'ailleurs, je dois dire, ce qui m'a intéressé personnellement, c'est que je dois admettre que je ressens très souvent une sorte de lassitude. Je sais pas, je pense que c'est pas seulement mon cas, mais quand on entend les titres de Startup Nation au sujet d'Israël, oui, parce que à plus forte raison, si on pousse la métaphore au bout, à savoir que chaque start-up, eh bien, il attend comme son exit, comme on dit ça en français, sa vente, etc., etc. Alors, j'espère que le Startup Nation n'attend pas son exit, non, pas spécialement. Alors là, il faut savoir aussi, pas seulement commencer la métaphore, ça quoi? Souvent aux Chinois, ils achètent tout maintenant. C'est ça, il faut savoir arrêter la métaphore à temps, mais aussi très souvent, c'est-à-dire on entend, vous êtes à comment dire, empire technologique, et qu'en va-t-il de l'identité, et qu'en est-il de l'aspect spirituel, et l'état de la Torah, etc., etc. C'est-à-dire que très souvent, on est un peu blasé, on est un peu lassé de ces réussites, on le prend quelque chose qui va de soi, c'est naturel, bien entendu. Il y a 100 ans, c'était plus ou moins notre état, exactement. On était, bon, bien entendu, c'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'il y a un moyen pour vaincre ce cynisme. Et c'est de considérer véritablement ce qui se cache derrière cette révolution dont on ne pouvait que rêver il y a à peine quelques décennies. Rappelez-vous, je ne sais pas, des années, j'imagine que certains d'entre vous étaient ici dans les années 80, dans les années 70, où vous deviez emporter avec vous des couches pour des bébés, parce que ça n'existait pas en Israël. Et puis quand on allait, je ne sais pas, au café, eh bien, vous alliez commander un café, je ne sais pas, gâté par l'Europe, on venait avec ma famille, et puis vous avez une sorte de café, c'est tout, qu'on ne vous servait pas dans une tasse, un verre, des fois même en plastique, enfin peu importe. Et puis, alors, donc je pense que prendre la mesure de ce miracle de la dernière génération, peut-être un peu plus, ça va redonner une proportion, pas seulement quantitative, mais qualitative de ce qui se passe. Je veux quand même commencer, avec votre permission, avec quelques chiffres, pour ne pas parler uniquement en termes qui décrivent, mais qui ne donnent pas véritablement des données. Première chose, en Israël, la population s'est multipliée ces 70 dernières années 10 fois. Et aujourd'hui, on est 10 fois plus qu'on était en 48. Un plus ou quoi, non? Hein? Un plus. Un petit peu plus. Un tout petit peu plus. On est presque, ça c'est des données d'il y a quelques années. Il y a quelques années de Eugene Kandel, qui était le
chef du desk économique du dernier gouvernement. Et puis, il a dit il y a quelques années, ça a un peu augmenté depuis, alors 10, 11 fois on s'est multiplié. On était approximativement 630, 650 000 juifs à l'époque, rajouter 14% d'arabes, ça fait un peu moins de 800 000, etc. Aujourd'hui, on a un peu plus de 8 millions et un peu plus de 6 700 000 juifs. Top quand même. Maintenant, au niveau du PIB, la croissance c'est 60 fois plus. C'est-à-dire, si... ça c'est notre sujet, la technologie. C'est le Startup Nation Kipchuto. Propre comme figurer. Bon, le PIB, il a cru de... C'est multiplié par 60. Par 60. C'est-à-dire que, alors que la population a grandi 10 fois, le produit intérieur brut a grandi de 60 fois. C'est-à-dire 6 fois plus rapide que la population. Alors qu'il faut savoir que la majorité des populations que nous accueillons, la majorité des nouveaux immigrants, eh bien, ils ne venaient pas avec leur valise d'argent. Ça, il faut très bien le savoir. Ils venaient avec ce qu'on appelle un capital humain, un capital culturel, un capital intellectuel, mais ils venaient les valises vides. Deuxième chose, il faut savoir qu'il n'y a pas une décennie qui s'est passée ici sans qu'il y ait une guerre. Troisième chose, même si on compare, je dis peut-être qu'avec une croissance invraisemblable, eh bien, on trouve ça aussi dans d'autres pays, mais si on compare aux États-Unis, eh bien, avec tous nos problèmes objectifs, le rythme de croissance, eh bien, il dépassait de 2 fois celui qui était propre aux États-Unis. Je parle encore une fois de ces 70 dernières années. Je me base sur les sources que j'ai citées Eugene Kandel, sur le fameux livre Startup Nation. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est devenu un best-seller. Maintenant, ça c'est une première chose. Aujourd'hui, ça aussi pour nous, c'est naturel. C'est naturel. Israël, en Israël, c'est qu'il y a la plus grande concentration d'entreprises qui s'occupent d'innovation. C'est comment dire, l'épicentre mondial de l'innovation. L'épicentre mondial de l'innovation. Maintenant, quand vous comparez cela et vous mettez cela en parallèle avec ce que disent les spécialistes, économistes et autres du monde, les professeurs des universités mondiales, qu'aujourd'hui, le plus grand levier, le véritable levier de la croissance, c'est l'innovation technologique. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les matières premières, ce n'est pas les matières secondaires, ce n'est pas les finances, ce n'est pas les investissements, c'est l'innovation. C'est l'innovation, eh bien, vous comprenez qu'on est là sur des gisements. En Israël, on est sur des véritables gisements. On va arriver au pourquoi et comment ensuite, mais là, je me limite tout simplement pour l'instant aux chiffres. La moitié des compagnies high-tech, même plus que la moitié aujourd'hui, du top des Cisco, IBM, Intel et compagnie, etc., eh bien, ils ont ici une succursale. Maintenant, c'est très intéressant. Ils ont une succursale en Israël. La moitié des entreprises, véritablement, des mastodontes mondiaux de la haute technologie, ils ont une succursale en Israël. Vous pouvez dire, ils en ont aussi en Irlande, en Inde, partout ailleurs. Oui. Mais ici, c'est le seul endroit où ils ont une succursale, où les gens qui travaillent font l'innovation, sont des chercheurs. Sont tous des experts en recherche. Et comme les gens de Intel, de IBM, etc., ils l'admettent, ils le disent, je vais citer, ils vivent, toutes ces grandes compagnies vivent et meurent par le travail de leurs équipes israéliennes. Vivent et meurent par le travail de leurs équipes israéliennes. C'est-à-dire,
Nous, on voit ça comme quelque chose, comme un privilège qu'il nous accorde, que Intel, il s'établit ici, que Cisco, que tout cela, qui s'établissent ici, mais eux, ils l'avouent ouvertement. Il faut le savoir que le premier chip du premier PC, Personal Computer, a été inventé à Haïfa dans les années 80 et qui a été adopté par IBM. Quand il y a eu une nouvelle révolution informatique dans les années 2000, où il fallait inventer un chip qui processe les données, sans faire sauter la machine par sa chaleur et par sa énergie. Encore une fois, c'est à Haïfa ou c'est à Intel Israël que ça a été inventé. Il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi, j'imagine. Donc, et encore une fois, dans les années 2000, ils disent, nous avons été Intel, la superpuissance technologique, nous avons été sauvés par nos chercheurs israéliens. Maintenant, ça c'est de nos jours. Les disques conquis aussi, je crois. Les disques conquis, je ne veux pas. Si on fait. Si Waze, etc. Si maintenant on commence à énumérer toutes ces choses-là, on ne va pas en terminer. Hein. On m'a dit que vous vouliez avancer le cours parce qu'on finit trop tard. Alors bon, c'est pas Tikkun Leil Shavuot ou quelque chose, on n'a pas besoin d'étudier toute la nuit, donc on va faire l'économie de la liste de toutes les inventions israéliennes. Je vais juste donner encore peut-être quelques exemples qui sont à mon sens très importants, même si aujourd'hui on ne le cite pas. On a parlé dans le courant de l'année passée de Nili. De Nil et de ce que disent nos enfants, Sarah Aronson, ça faut savoir que Aaron Aronson, c'était un agronome envoyé par le baron de Rothschild dans une université française, étudier l'agronomie, et une fois revenu en Israël avec sa licence ou son diplôme, etc., il est revenu au nord, et bien avant de mettre sur pied le premier réseau d'espionnage juif en Eretz Israël, eh bien, il s'occupait de culture. De quelle culture? Un jour, il se promène entre Pesach et Shavuot, dans la région de Rosh Pina, et il découvre ce que tout le monde cherche. Qu'est-ce que tout le monde cherche? Il découvre un blé non apprivoisé. Un blé, ce qu'on appelle emachita, ou un blé sauvage. Un blé sauvage, qu'est-ce que ça veut dire, blé sauvage? C'est un blé sauvage, au contraire, apprivoisé c'est mieux. Non. Le blé sauvage, il a un très très grand avantage. Pourquoi? Parce qu'il est plus résistant à toutes sortes de maladies, sécheresse et compagnie, parce qu'il est sauvage. Et parce que aussi, il peut, faire hashbacha, améliorer les sortes de blé. Et depuis, c'est-à-dire, il a été invité, il faut savoir, à l'époque, on parle de 1906, c'est la deuxième Aliyah. Tous ses travaux ont été traduits en anglais, ont été publiés en anglais. Il a été invité à des symposiums, des conférences aux États-Unis. On parle d'il y a 120 ans, on parle d'il y a pratiquement 120 ans, un peu moins que 120 ans. Il a fait des tournées aux États-Unis, ces travaux ont été publiés. Eh bien, il faut savoir que jusqu'à nos jours, le pain qu'on mange dans le monde entier, et les blés, tous les produits, dérivés, etc., eh bien, ils se basent encore sur cette découverte. Pourquoi? Parce que encore on améliore le blé grâce à cette source véritablement qui a été découverte par Aaron Aronson. C'est une bonne chose. Vous savez, c'est un bon argument à retenir pour les BDS. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a dit si vous voulez être cohérent, eh bien, c'est de vous servir de Waze, des ordinateurs et puis des moyens d'irrigation. Là, on peut vous dire non, cessez de manger du pain. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire pourquoi? Parce que véritablement, il faut véritablement chercher à la loupe pour trouver quelque chose sur le marché international, qu'il soit alimentaire, qu'il soit informatique ou autre, où il n'y ait pas de trace d'une contribution juive israélienne, mais considérable.
Pas quelque chose, bon, ben, on a porté le petit boulon, on a serré, non, 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 non. Quelque chose de véritablement fondamental. Fondamental. Maintenant, bon, on sait tous que, je ne sais pas encore des données comme le recyclage de l'eau, 87% des eaux en Israël sont recyclées. Deuxième place après nous, c'est l'Espagne qui recycle 20% d'eau. C'est-à-dire, enfin, 40% de l'eau potable qu'on consomme, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer qui a traversé un processus de dessalination. Puis encore une chose qui est très intéressante, qui a aussi commencé il y a très longtemps, mais qui est très, très symptomatique. En 2008, sont venus ici des experts de l'ONU mondiale. Pourquoi? Pour aborder le problème de la déforestation. Pourquoi? Parce que Israël, c'est le seul État au monde où le désert, d'année en année, recule face à la verdure, alors que dans le monde entier, en moyenne, chaque année, on perd le territoire entre la Pologne et le Costa Rica de terrain vert. Que ce soit dans les Amazones, en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, en Amérique, dans le monde entier, le désert, Afrique naturellement, le désert avance à pas de géant, c'est-à-dire tout simplement à arracher à la terre un territoire. Costa Rica, Pologne, c'est quand même quelques dunams, oui, quelques hectares, etc. Et en Israël, on est passé d'1% de terrain qui était couvert de verdure en 48. Il faut savoir que en 48 du 19e siècle, il n'y avait pas de bois, du tout. Les Turcs, ils ont tout arraché. Les croisés, quand ils étaient ici pour prendre d'assaut pour bâtir leur tour d'assaut contre Jérusalem, eh bien, il n'y avait pas d'arbres, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils démontaient leur bateau. Ils sont revenus à la mer, démonter le bateau pour prendre le bois des bateaux et pour en faire une tour d'assaut contre les murs de Jérusalem. C'est pour dire le niveau de désertification que subissait la terre. Et aujourd'hui, on est passé d'1% à environ 10%, on approche de 10% à tel point que ça change le climat. On sait par exemple que tous les agrumes, maintenant, on peut encore les appeler Yafo, mais ils n'ont plus aucun rapport avec Yafo. Hein. Ils sont tous dans le Negev Ma'aravi. Pas tous, mais une grande partie. Negev Ma'aravi, dans le Negev occidental. Vous voyez les Cholot Chalutza, vous faites Google Earth sur Cholot Chalutza aujourd'hui, et vous essayez de faire ça avant Gush Katif, pendant qu'il y avait Gush Katif, avant l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Vous voyez 2005, jaune, brun, tout est désert. Aujourd'hui, Cholot Chalutza s'est ouvert. C'est quoi? C'est le désert. Jamais rien n'a poussé ici. 4000 ans, rien n'a poussé. Jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait quoi? Ce qui fait baisser la température. Ce qui repousse le désert. C'est-à-dire qu'on a inversé l'équation. Ce n'est pas les précipitations qui amènent les arbres, c'est les arbres qui amènent les précipitations. C'est comme ça que c'est, parce que les arbres, ils dégagent, font baisser la température, la belle température qui baisse, et bien cette condensation, etc., qui amène les nuages, et tout d'un coup, on voit que la ligne du désert, elle passe maintenant au niveau de Beersheba, et pas au niveau de Rehovot, pas au niveau de Guédera, et pas au niveau de la ligne Jérusalem-Tel Aviv, ou Ashdod-Jérusalem, quand c'était le cas il y a encore une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, et on est en train de complètement changer les règles du jeu à tous les niveaux. Véritablement, à tous les niveaux, les règles du jeu changent. Maintenant, on peut le voir au niveau économique, au niveau naturel, au niveau sociologique, au niveau de l'extériorité. Mais aujourd'hui, ce que je ne voulais pas, après quelques exemples, peut-être on va continuer encore avec quelques exemples, mais d'où est-ce que
D'où est-ce que ça vient? Mais il faut se battre. Mais comment expliquer ces choses? On peut dire, bon, si c'est comme ça, c'est que c'est naturel. Mais c'est stupide de dire ça. C'est ce que beaucoup de gens ont tendance à dire. Mais ceux qui veulent véritablement comprendre ce qui se passe, quand ils voient un phénomène d'une terre de rien qui devient une terre de tout, en un espace de temps record, on dirait que ça, il faut dire mais un miracle, c'est-à-dire un miracle, il faut l'approfondir, il faut comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que la nature de ce miracle? Alors on peut commencer en disant, par exemple, une délégation japonaise, c'est un cas véritable, une délégation japonaise qui arrive en Israël, on veut visiter vos écoles. On veut savoir comment vous étudiez. Mais chez nous, c'est le balagan, c'est l'anarchie. Mais c'est vous qui avez les meilleurs résultats scolaires dans les sciences exactes, etc., etc. Vous nous dépassez, vous. Oui, les Japonais, oui, on a des très bons résultats, mais il y a juste un problème. Avec tous nos bons résultats, on n'a pas réussi à faire naître un seul Einstein. Il n'y a pas un seul Einstein, ni Fermi, ni Teller, ni qui que vous voulez, ni professeur Oman, ni d'origine japonaise. Alors, on est venu essayer de comprendre comment on fait naître des Einstein. Et alors là, la question, une des réponses, on a même avec un ami, on a fait un film à ce sujet, un film très très bref, où la mère d'un futur prix Nobel, professeur Friedman, si je ne me trompe pas, chaque fois qu'il revenait à l'école, lui demandait, c'est un truc célèbre, chaque fois qu'il revenait de l'école, la question qu'il lui posait n'était pas « Cher fils, qu'est-ce que tu as appris ?» mais « Quelle question tu as posée aujourd'hui ?» Quelle était la kushia que tu as envoyée à ton prof? Et si ton prof n'a pas pu te répondre, alors bon, viens, je te donne un bon. Ça, c'est la même. Hein? Donc, c'est une culture qui est basée pas sur les bonnes réponses, mais sur la bonne question. C'est-à-dire la bonne réponse qui est là pour clore le débat. Et je ne parle pas seulement en tant qu'ex-soviétique, où poser des questions, c'est quelque chose, c'est passible de peine de prison à un certain moment. Poser des questions, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Eh bien, je peux vous dire que beaucoup de cultures, effectivement, sont des cultures, enfin presque toutes les cultures, elles sont hiérarchiques. Et dans une culture qui est hiérarchique, eh bien, quand vous n'avez pas la hiérarchie qui sied, eh bien, vous ne posez pas de questions, vous obéissez. Une culture de l'obéissance. Ce n'est pas une culture d'appel, ou comment dire, de défi. Ce n'est pas une culture de jeter de défis, mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ainsi, pourquoi c'est... Ça, c'est première chose. Deuxième chose, et là, je cite encore, avant de venir, je cite des raisons qui sont un peu à la surface, mais avant de venir, par exemple, dans ce livre, ils sont fascinés par l'armée. Il y a juste l'armée israélienne. Ils sont fascinés à juste titre par l'armée israélienne. Et bien sûr, ils disent, votre armée, c'est pas seulement elle peut faire, comment dire, elle peut sélectionner les meilleurs. Alors que l'armée américaine, par exemple, elle ne peut qu'espérer que les meilleurs la choisiront. Donc la sélection, elle est inverse. Inverse aux États-Unis. Ici, tout le monde se mobilise. Alors, et les meilleurs, bien entendu, ils veulent y aller dans les meilleures unités. Dans les meilleures unités, alors il y a des unités qu'on connaît, Talpiot, Shmonematay, Modi, etc., etc., etc.
Et ils sortent là-bas, véritablement. C'est des écoles de génie, quoi. C'est des écoles de génie, mais ce n'est pas seulement des écoles de génie. C'est des chercheurs, et des jeunes chercheurs, mais qui ont les pieds sur terre. Pourquoi? Parce qu'on ne les juge pas seulement d'après leur capacité intellectuelle, mais d'après leur capacité à être responsable, à prendre responsabilité. Parce qu'à cet âge, ils ont déjà fait Sherut Leumi, ils ont déjà pris des décisions, je ne sais pas, la fille de mon voisin qui est là, qui sert dans l'armée de l'air, qui est là à donner des ordres, il est dans le renseignement de l'armée de l'air, donner des ordres à des pilotes de chasse. Est-ce qu'ils vont maintenant bombarder? Est-ce qu'ils ne vont pas bombarder? Est-ce qu'ils vont jeter une bombe de 100 000 $? Ou bien, etc. Elle doit en décider alors qu'elle a 19 ans. Ou 20 ans. Ou 20 ans. Maintenant, tu es officier. Les officiers les plus véritablement sur le terrain, c'est des commandants de compagnie, des Mefaket Plouga. Mefaket Plouga, tu es Mefaket Plouga aujourd'hui à l'âge de 23 ans. Plus ou moins 22, 23, 24 ans, tu es Mefaket Plouga. Et tu dois prendre des décisions pour tes 100 soldats et tes 20 officiers qui servent sur toi, ou sous-officiers, etc. Et des questions qui décident de la vie et de la mort de personnes. Maintenant, il y a un terroriste ici qui est en train de dire est-ce que tu tires, est-ce que tu ne tires pas, est-ce que tu envoies le chien, est-ce que tu envoies le D9, est-ce que tu envoies ci, est-ce que tu envoies ça. Et tu le décides, tu es là, tu es le seul à décider. D'ailleurs, l'armée israélienne, c'est l'armée qui a le ratio, la ratio le plus unique. C'est-à-dire, il y a par rapport aux officiers d'officiers qui sont capitaines, majors, etc. Subalternes, vous avez très peu de colonels, de généraux, etc. De colonels-majors, etc. C'est-à-dire que dans toutes les autres armées, vous avez 2 fois plus de colonels et de généraux pour un certain nombre de majors, de capitaines, lieutenants, etc., etc. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que la responsabilité repose avant tout sur les épaules des gens qui sont sur les lieux. C'est comme l'a dit le Rav de mon fils, qui est aussi un général, un chef général, et il a dit, on l'a vu il y a quelques années, c'était pendant la dernière vague d'attaque au poignard, eh bien, il a dit que la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour a été gagnée par des jeunes officiers, par des Mefaket Plouga. La guerre du Liban a été menée avant tout et gagnée par des sous-officiers, des soldats. Et les dernières guerres, elle a été gagnée par des civils. Civils. Tout simplement par des civils. Qui étaient là. Je vous rappelle les cas où il y en a un qui a sauvé, des gens qui sauvaient leurs voisins avec leur pistolet, un autre avec un nunchaku, un troisième avec son parapluie, un quatrième, mais avec un courage et une improvisation vraisemblable. Le dernier exemple, il y a quelques années, eh bien, on a demandé dans l'école de ma fille, maintenant, inventer des moyens contre les ballons explosifs qu'on nous envoie de Gaza. Et je lui demande, regarde, c'est sérieux? C'est sérieux, c'est à vous, des filles de 12 ans, quoi. Bat mitzvah. C'est à vous qu'on vous a demandé de développer des moyens de lutte contre les nouvelles sortes de terrorisme de Gaza. Et puis la fille dit, bah oui, et elle s'y est mise avec un sérieux invraisemblable. Elle était très, très, très dévastée presque quand la prof, elle est allée soit accoucher, soit elle est tombée malade, et pour finir, ça n'a pas donné lieu, ça n'a pas abouti au quartier général. Mais elle était là véritablement à essayer de chercher sur l'ordinateur, compagnie.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une enfant de 12 ans, elle ne prend pas ça pour une blague si on lui demande maintenant, si l'armée, le général en chef de l'armée lui demande de élaborer un moyen contre donc, ce que disent tous ces experts, ils disent, vous comprenez? Ce qui est caché devant ce Startup Nation, c'est une réalité où les gens savent prendre la responsabilité. Et quand ils inventent quelque chose, ils le font avec les pieds sur terre. Ce n'est pas une invention à la Pokémon. Non, c'est une invention où je sais que je dois donner libre vol à mes pensées, et au bout du compte, je dois faire atterrir ce truc. Je dois que ça, il faut que ça atterrisse. Vous comprenez? Ça c'est deuxième chose. Bon, troisième chose, et ça c'est qui est célèbre, c'est que bon, la nécessité génère l'inventivité. Ça c'est clair. C'est quand on te dit il n'y a pas d'eau, eh bien tu vas faire tout ton possible pour trouver l'eau pour que ça marche. Parachat HaShavua. Hein? Parachat HaShavua. Parachat HaShavua, נכון. כן, הוא... Vous savez, une blague, je ne sais pas pourquoi je le dis maintenant, mais on demande à 3 personnes, dites-moi, mais quand vous allez quitter ce monde, quand vous serez mort là, accouché dans un truc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous à vos funérailles? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous aux funérailles? Alors il y a le catholique qui dit waouh, il était un très bon père, et quelle éducation il a donné à ses enfants, etc. Bon, ok. Le protestant, waouh, il a fait des affaires fantastiques, etc., etc. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, ce que je veux qu'on dise de moi, ben regardez, il respire. C'est pas la morale. La morale, c'est si j'ai remis à respirer, c'est enfin un peu des bons résultats. C'est-à-dire que la mort, c'est pas la mort. C'est-à-dire c'est un truc à dépasser. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dépasser, rien n'est impossible. Et il y a énormément de blagues à ce sujet. Maintenant, il y a un autre moment. Il y a un autre moment, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'on développe tout cela, qu'on développe parce que pour nous c'est une question de survie et pas seulement de confort ou de bénéfice, mais il y a un aspect éthique dans une quantité énorme de nos inventions. Même quand elles touchent à l'aspect purement économique, financier. Pour donner un exemple, il y a un directeur de PayPal, c'est-à-dire de tous les paiements par Internet, et ils avaient un problème. Les fraudes. Les gens qui payaient et qui ne payaient pas, les gens qui esquivaient, qui arrivaient à les arnaquer. Les gens qui arrivaient un peu à les tourner, et puis ils ne savaient pas comment les reconnaître. Alors ils ont fait une équipe de 50 docteurs dans tous les domaines qui étaient là en train de travailler comment déceler les clients qui sont véritablement des fraudeurs. Et puis il y a un Israélien qui a même pas 30 ans qui a dit bah, écoutez, j'ai la solution. Enfin, ma compagnie en Israël elle a la solution. C'est la solution. Alors bon, l'autre est israélien, il n'est même pas docteur, il a 20 et quelques années, je ne sais pas de quoi, il s'appelle. Bon, je vais lui accorder 20 minutes. Il est venu, il atterrit ici, il lui accorde 20 minutes, et quand il a entendu parler, alors,
20 minutes de perdu. Pourquoi? Parce que l'Israélien, avec son accent, ça parle en anglais avec son accent israélien, lui dit, vous savez, chez nous, le monde, il se divise en deux. Good guys, bad guys. J'ai pris l'avion des États-Unis pour entendre cette découverte. Et tu sais quoi encore? Les bad guys ne se conduisent pas comme les good guys. C'est tel quel. Les bad guys, les good guys, ils n'ont rien à cacher. Alors, nulle part, partout, vous pouvez trouver leurs traces. Ils ne cherchent nulle part à effacer leurs traces. Qu'ils ont fait une transaction comme ci, une transaction par là, partout. C'est-à-dire que vous pouvez voir une personne qui a un good guy, pardon, Les tracés. des tracés, effectivement, il a des tracés partout. Il n'est pas. Les bad guys, ils craignent. Alors partout ils essayent d'effacer leur trace. Vous entendez ça? Adam Arishon. Après El Sadat. Après ça, quand est-ce que le premier homme commence à se cacher? Quand est-ce que Adam commence à se cacher? Après la faute. Après la faute. Après la faute. Vous comprenez? Donc là, on lui demande, mais où tu as appris ça? D'où tu as fait ça? Et puis, bien entendu, il lui demande, ok, faites une expérience. Voilà, je te donne la liste. Et puis, sur la liste, il y avait des dizaines de milliers de noms. Analyse-la et tu donnes les résultats. Pas de problème. Et il pensait qu'il allait de cette manière se débarrasser de cet Israélien. 3 jours après, il l'appelle. Voilà les résultats. Et l'autre, il est sidéré. Pourquoi? Parce que cette équipe d'Israéliens de 20 et quelques années, ils ont obtenu des résultats auxquels une équipe de 50 docteurs et professeurs n'a même pas approché. N'approche même pas. Alors il demande, mais dis-moi, où tu as appris ça? Mais c'est très simple. Quand tu passes 3 ou 4 ou 5 ans à pourchasser des terroristes, dans les Moudines, eh bien, tu comprends leur manière de fonctionner. Maintenant, des terroristes, c'est des bad guys. Mais tous les bad guys, dans le fond... Pas politique. Hein? Pas politique. C'est devenu aujourd'hui politique. Tous les bad guys, dans le fond, ils agissent de la même manière. C'est la même psychologie. Maintenant, donc, vous voyez que qu'est-ce qui a empêché tous ces 50 docteurs de toutes les disciplines à découvrir une vérité aussi simple? C'est qu'ils séparaient entre les finances et le bien et le mal. Vous comprenez? Le bien et le mal, c'est l'Église. Et nous, c'est la modernité. Qu'est-ce que c'est la modernité? La modernité, c'est la différenciation des sous-systèmes. C'est comme ça qu'on le définit en Sciences Po et en sociologie. Chaque sous-système agit d'après ses règles. Et ils ne sont pas interconnectés. Le sous-système économique, il agit d'après les règles de binôme de rentable par rentable. Le sous-système politique, il agit d'après le binôme de plus ou moins de pouvoir, etc. etc. Le sous-système éthique, il agit d'après le binôme bien-mal. Mais il n'y a aucune raison d'appliquer le bien-mal au rentable par rentable. Donc, ils ont été incapables de voir une chose élémentaire qui ici, grâce tant aux sources spirituelles qu'à la réalité à laquelle on fait face,
Eh bien, qu'on a découvert de manière assez... qui va de soi. Qui va de soi. Maintenant, je veux dire une chose encore plus peut-être osée, mais dans laquelle je crois fermement. Bien entendu, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont poussés dans ce truc par l'appât du gain et du bénéfice. Mais je pense qu'en voyant un nombre invraisemblable d'inventions et de leur application, vous voyez que dans le fond, ce qui motive véritablement ces gens, c'est d'apporter encore plus de bien dans ce monde. C'est véritablement d'être une bracha. Je ne comprends pas autrement pourquoi s'investir dans un appareil comme le ReWalk, qui fait marcher des personnes paralysées. Comment investir des sommes invraisemblables alors que pour des greffer je sais pas, des membres, des bras, etc. Pourquoi? Parce que je veux que mon camarade qui a été blessé dans une opération au Liban, à Gaza ou ailleurs, qu'il puisse récupérer son bras, récupérer sa jambe, récupérer sa plante des pieds, récupérer son œil, ses capacités. Et donc ce qui me pousse, c'est derrière Hagav, en passant, peut-être que ça va marcher, que maintenant ça va être adopté par les assurances anglaises, françaises, américaines, etc., qui vont même couvrir le coût de cet appareil qui coûte, je ne sais pas, 100 000 $, 50 000 $ pour leurs patients, etc. Mais mon but premier, c'était pas ça. Mon but premier, c'était de faire marcher mon père ou mon ami ou mon camarade d'école, etc. Regardez toutes les personnes qui se sont lancées dans le financement, dans les découvertes, etc. Regardez leur histoire. Eh bien, au début de l'histoire, très souvent, vous trouverez un proche qui est décédé, qui, etc., etc. Bon, j'en ai marre, j'investis tout ce que j'ai dans cette histoire. Je ne dis pas que ça ne se passe pas aussi ailleurs. Mais ce que je veux soutenir, c'est qu'en Israël, c'est presque la règle. Pour preuve, par exemple, quand on découvre, je ne sais pas, le moyen d'obtenir de l'eau là où il n'y a pas d'eau, mais de la faire sortir de l'air, tout simplement, eh bien, je procure ces énormes machines qui font de l'eau du rien du tout, presque gratuitement. Afrique, Asie et ailleurs. Et pas seulement comme relation publique, mais parce que véritablement, une personne que j'ai l'honneur de connaître, qui travaille depuis beaucoup d'années, a envoyé des experts véritables, des spécialistes de la médecine, de l'agriculture, agronomie et autres, et informatique, les a envoyés en Chine. En Chine, bon, il a commencé bien avant que la Chine soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui, quand même. Il est très apprécié en Chine, etc. Des spécialistes qui font des opérations et qui le font de manière absolument bénévole. Et on leur paye le billet d'avion et ils passent là-bas 1 mois, 2 mois à faire du bien, etc. Mais il était invité à une conférence où étaient présents des représentants du tiers-monde. Et bien entendu, il y avait des représentants du tiers-monde et puis du monde développé aussi. Et puis il a donné un exemple de la façon dont Israël voit sa contribution au développement de ces pays. Il a dit, écoutez, pour nous, notre relation, on la voit un peu comme ça. On amène la graine, on
la sème dans votre terre, on l'arrose avec votre ciel, avec votre main d'œuvre, et les fruits qui poussent, eh bien c'est les vôtres. Et puis à la fin, les gens sont venus le voir et ils disent, vous savez, vous êtes unique un peu. Et on sait que vous agissez comme ça. Pourquoi? Parce que les autres, même s'ils nous amènent la graine, effectivement, ils utilisent notre terre. Ils utilisent notre peau. Mais ensuite, le pourcentage, les fruits et les dividendes, etc., croyez-moi, ils n'oublient pas de nous faire payer. C'est-à-dire que ce qui motive véritablement, pour finir, c'est que ces pays soient capables, par exemple, de repayer leurs dettes. C'est que ces pays soient capables, soient à même de rembourser les pourcents, les intérêts qui leur ont été exigés, etc. Et Israël, vous n'êtes pas comme ça. On le sait à tous les niveaux par les soldats que vous envoyez après le service militaire pour enseigner l'anglais, enseigner les maths, enseigner les enfants, etc. On sait que vous n'agissez pas de cette manière. Que chez vous, c'est différent. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple dont la profession et dont la vocation est d'amener la bracha, la bénédiction. Chose intéressante, aujourd'hui, si vous demandez à beaucoup de spécialistes, etc., eh bien, Israël n'est pas seulement assimilé au conflit. Israël, de plus en plus, est assimilé à toutes ces inventions invraisemblables qui ont véritablement transformé le monde. Israël, c'est le chip, Israël, c'est le Waze, Israël, c'est un tel médicament. Okay. Vous êtes prêts? ça va venir. Israël, c'est un tel, je ne sais pas, rewalk, c'est une telle bulle qui traverse tous vos intestins et qui filme tout, sans que ce soit invasif, sans que ce soit, etc. Et puis Israël, c'est Bereshit, on arrive sur la Lune. Israël, c'est la vache qui donne le plus de lait. Israël, c'est l'eau. Israël, c'est les bois. Israël, c'est la verdure. Israël, c'est ci. Israël, c'est ça. Et sans parler de l'industrie militaire, du renseignement, etc., etc. C'est-à-dire que la renommée d'Israël dans le monde, je ne sais pas, je ne pense pas pour Antenne 2, pour BBC ou pour CNN, non. Mais je pense croire pour les experts. Pour chacun des experts, alors là, ils sont fascinés par Israël. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui le savent. Moi, je le sais de mon côté, de certains. Déjà, ch'touillot, tout ce qu'ils disent dans la presse, ch'touillot. Je sais ce que vous voyez. Je sais quelle est votre valeur, je vous ai rencontré, je vous ai vu, etc., etc. Et voilà, peut-être Sidorine a un exemple, moi je dis Cham Miatano. Dans le congrès que j'ai organisé il y a un mois, sur la sécurité du médicament, on a invité des startups d'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce que tu racontes, c'est que, par exemple, il y a un monsieur qui a dit, voilà, quand on est en train de chercher la liste des médicaments sur l'ordinateur, ça peut arriver qu'on se trompe d'une ligne. On se trompe d'une ligne, on donne le mauvais médicament et le malade il meurt. Et c'est un cas réel. Donc il a dit, moi je ne peux pas laisser ça comme ça, je vais créer quelque chose qui va faire que c'est pas possible de donner tel médicament à telle personne parce qu'elle analyse aussi le dossier médical. Donc il utilise l'intelligence artificielle et donc cette société elle a mise en place un tel chômeur. Et alors, il y avait une autre société qui a dit, ben voilà, moi, ma fille, elle était malade, je l'amenais partout, on n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait. Et puis un jour, on est rentré chez un néphrologue, il a dit, mais ma fille, elle est déshydratée,
il faut juste lui donner à boire. Alors il a inventé quoi? Un bouchon qu'on met sur les bouteilles d'eau et qui est connecté, qui vous dit allez boire. Il sait exactement combien vous avez bu. Et alors du bouchon de l'eau, il a fait du packaging pour les médicaments. Voilà. Ça, c'était deux des sociétés qui étaient là. Il y avait des étrangers qui étaient à ce congrès. Et un des étrangers qui était à ce congrès, qui était notre chairman français, il est président d'une association qui est celle qui fait les standards de la réglementation dans le monde entier. Donc c'est vraiment les experts du monde entier qui sont dans cette organisation de l'OMS. Et quand il est reparti, il a dit « Je veux faire rentrer, me battre à l'intérieur, c'est le président de SIOMS, je veux me battre dans cette organisation pour faire rentrer l'expertise israélienne, mais entre autres l'intelligence artificielle. » Voilà. Voilà. Donc là, je pense que à ce niveau, ça traduit dans les termes compréhensifs par tous ce qu'on s'entend quand on dit seront bénis par toi toutes les familles du monde. C'est une bracha qui véritablement qui s'épanche d'Israël à des doses allant croissantes. C'est une bracha qui est une bracha en soi. C'est une bracha qui est, naturellement, comme on le sait, du traité de Sanhedrin, le signe par excellence de la Géoula. Okay? Comme il le dit, Eretz Israël notenet et piria ba'in yafa en chaket mikule miseh. Quand la terre d'Israël donne ses fruits avec générosité, il n'y a pas de fin des temps plus clair que cela, comme il est dit chez le prophète Yecheskel, Ve'are Israël, montagne d'Israël, vous allez donner, faire pousser vos rameaux et vous allez donner vos fruits, parce que mon peuple, le peuple d'Israël, il va arriver. Donc là, la Gemara, c'est pas pour rien qu'elle nous dit chercher les signes de la délivrance dans les livres. Non, vous allez les chercher sur la terre qui vous attend. Et puis ça change, je pense. Donc ce que je veux dire, c'est que ça change, ça révolutionne pas seulement le statut économique ou scientifique d'Israël, ça révolutionne son statut spirituel. Comme nous le dit l'Ecclésiaste, l'intelligence, la sagesse de quelqu'un qui est misérable, elle est méprisable, Zouya, et ceux qui le disent, c'est même pas entendu. Donc aujourd'hui, lorsque Israël, dans les termes des nations, est devenu une puissance, presque une superpuissance scientifique, économique, hydrologique, etc., dans tous les domaines, eh bien, militaire, ça, j'en parle même pas. Eh bien, c'est pas pour rien que les représentants des États-Unis et de la Russie viennent se rencontrer ici. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le meilleur allié des deux superpuissances qui ne s'entendent pas très bien, à vrai dire, eh bien, c'est Israël. Que Netanyahou, c'est le seul invité d'honneur par Poutine au défilé du 9 mai, le jour le plus sacré, l'Union soviétique, la Russie des Tsars, peu importe, la Russie de Poutine, c'est le jour le plus sacré. Et c'est Netanyahou qui est le seul à être invité, et que sa Atikva, et que notre Atikva est joué sur le Place Rouge. Quelque chose. Vous pouvez parler à n'importe quel ressortissant de l'Union soviétique, je parlais à ma mère, c'est Yamot HaMashiach. Yamot HaMashiach. Maintenant, à quoi ça tiendrait? C'est que Netanyahou a, comment dire, des arrières telles
qu'il peut venir en tant que représentant d'une superpuissance. Véritable. Véritable. Mais je pense que ce n'est pas seulement en cela qu'on a une superpuissance. Il y a encore, je vais donner peut-être une note comme ça de fin de... C'est que pour finir, on est véritablement une superpuissance, je ne sais pas comment dire, humaine. Regardez la dernière Eurovision. Qui sont les véritables vainqueurs? Shalva. Shalva. Shalva, c'est les véritables vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas joué le Shabbat, bien sûr. Mais pas seulement pour ça qu'ils ont dit qu'écoutez, notre honneur national, notre patrimoine national, le Shabbat c'est plus important que des shows par-ci par-là. Mais il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Regardez, ils ont fait tomber absolument toutes les barrières. Les gens, ils ne pouvaient, quel que soit le degré de leur haine à Israël et au peuple juif, ils ne pouvaient plus rester indifférents lorsqu'ils ont vu cet orchestre chanter de la manière, jouer de la manière dont il chantait et dont il jouait. C'est-à-dire, c'est pas seulement bon, allez, on va leur applaudir pour pas les blesser, non. Quelle qualité de musique, c'était quelque chose d'invraisemblable. Et là, tout d'un coup, tu vois que ces juifs, ils sont capables d'un high-tech humain invraisemblable. Prendre, je m'excuse de le dire, des infirmes et en faire des superstars. Comment ça veut dire? Prendre des handicapés physiques, mentaux et autres et en faire un orchestre de superstars. S'ils avaient participé, il n'y a personne qui les approchait, qui approchait de leur, je sais pas, de leur semaine. Et quel défi au monde, Khaverim. Le monde aujourd'hui, il a un nouveau culte, une nouvelle religion. C'est un moment. L'altérité, l'autre, Derrida, tatati, tatata. L'autre. L'adulation de l'autre, le culte de l'autre, le culte de l'autre, etc. Maintenant, comment est-ce qu'ils définissent l'autre? Le misken, le dépravé, le dégénéré, à tous les niveaux, c'est l'autre. Etc. Celui qui explose, celui qui saute, celui qui... C'est ça ton autre. Et là, pour finir, arrivent les Juifs et présentent toute autre image de l'altérité. Ça, c'est véritablement l'autre. Il ne peut pas être autre. C'est ainsi qu'il est né. C'est ainsi qu'il est né. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que je le jette au bas-fond de la société et fais semblant de ne pas le voir, ou est-ce que je regarde, là, il a un point où il est meilleur que tous les autres. Allons travailler sur cette faculté. Travaillons sur cette cellule-là. Et on travaille 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et pour finir, cette autre... Je ne sais pas qui pouvait les regarder sans verser des larmes. C'était quelque chose qui te touchait à l'âme, au trip, de manière absolument inexplicable. Inexplicable. Et on a jeté un défi. On montre, regardez ce qu'on a pu faire. Alors, vous savez, on peut faire ça avec les handicapés. On peut faire ça avec des défavorisés, on peut faire ça avec des malades, on peut faire ça avec des personnes âgées, on peut faire ça, c'est-à-dire prendre chacun qui a un désavantage relatif, et puis relever son avantage relatif, et puis tout d'un coup, tu vois que c'est une autre personne. C'est une autre personne. Ça,
un savoir-faire, un know-how qui est unique. Et ça, c'est une super puissance. Les gens, ils sont... Bon, vous voyez, il y a des gens qui arrivent de beaucoup de pays qui cachent leurs enfants qui ont certains problèmes psychiques et autres. PTD, autisme, sur le spectre de l'autisme. Non, 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 mon enfant, il va bien, tout va bien, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'en France, en Hongrie, en Pologne, en Russie, même dans beaucoup d'autres pays, c'est des choses... Non, c'est mal vu. C'est ton fils. C'est ton fils. Tu veux le cacher? En Israël, tu vois, c'est un défi qui est relevé par toute la société. La rue utilise beaucoup les jeunes gens autistes maintenant. Ils ont découvert qu'ils avaient des qualités particulières. C'est ça. Par exemple, tu vois, comment dire, Asperger, autisme, etc. Ils ont des qualités uniques maintenant. Par exemple, je ne sais pas, l'organisation où je travaille. On parle aujourd'hui beaucoup d'Éthiopiens, parfois. Et on dit, écoutez, les hôpitaux en Israël, ils ont besoin d'infirmiers et d'infirmières. D'accord? Achim v'achayot. Ça manque. Ceux qui viennent de France, on ne veut pas encore les reconnaître, etc. On connaît les histoires. Et maintenant, mais il y a des gens ici qui sont... Maintenant, quel est leur problème? Ils sont bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes. Ils ont juste un problème avec le psychomètre, avec l'examen psychométrique. Alors les gens, ils sont allés voir à l'université. Écoutez, qu'est-ce que ça vous fait de faire... faites l'impasse sur le truc, laissez tomber on vous amène un groupe de juifs d'Éthiopie, ils vont étudier. Mais laissez-leur étudier sans psychomètre. Ils vont passer l'examen comme tout le monde, sans aucune, comment dire, aflaya metaken, shmaflaya shmetaken. Non, comme tous, mais sans psychomètre. Qui est un truc absolument artificiel, qui n'a rien à faire, rien à voir avec les qualités véritables, si ce n'est pomper de l'argent des futurs étudiants pour des... Enfin bon, peu importe. Etc. Et ils ont intégré 400 personnes, 100% de plein emploi, 100% de réussite, 100% de plein emploi. Idée du Rav Yosef Sferimon. Il a dit, je veux que c'est ça le truc, mon critère de succès, 100%. Non, bien entendu, aujourd'hui, la presse ne va pas en parler parce qu'il faut faire du tollé, non? Mais ça, c'est un exemple où tu vois, tu considères la situation telle qu'elle, tu vois quels sont les problèmes objectifs, et puis tu fais tomber les clipotes, les écorces, et voilà. Tu vois, et chaque année, je ne sais pas combien étudier comme ça, mais c'est un exemple. Donc c'est une société qui sait poser, pour retourner à poser les bonnes questions, qui sait réfléchir hors des concepts et des idées établies, qui sait prendre responsabilité dès un très jeune âge pour ses décisions, qui a l'audace pour oser ne pas respecter un peu, comment dire, déraper à droite, à gauche, essayer, et qui arrive à des résultats exceptionnels. Il y a aussi quelque chose d'exceptionnellement humain chez les Juifs. Parce que quand j'ai vu, quand M. Aliner, qui était soldat, ils ont pris un arabe, il était assis le dos contre un mur dans un soleil de plomb, et Aliner, il s'est levé, il est allé lui chercher un verre d'eau, il a mis une bouteille à côté. C'était un ennemi, mais c'est un homme, il a soif, on va lui donner à boire. Je trouve ça très bon. Oui, c'est ça. C'est ça, il y a des choses. Et donc c'est là, c'est-à-dire, bien sûr, on peut avoir encore une fois des critiques énormes. Qu'est-ce que c'est la seule chose qui vous intéresse, les start-up, les exits, les schmides. Mais si on regarde ce qui se passe, la signification entre les lignes de ce que ça représente, cette révolution, il me semble que c'est quelque chose de véritablement unique au niveau humain, au niveau national et au niveau prophétique
et messianique. C'était ça qui nous était promis. C'était ça. Et on n'est qu'au début. Et on n'est qu'au début. Dommage que ça se passe pas aussi en politique. Faut dire qu'il y a un domaine qui Là, se là. pas très bien. On avance. Si on a été capable de relever ce défi absolument incroyable, je pense on peut espérer qu'on va aussi être capable de s'attaquer à un problème encore plus important, qui est de créer une société différente et plus juste et plus morale, y compris en politique. Les gars, Et si on a réussi ça, pourquoi on ne réussira pas l'autre? les gars, c'est ça, c'est une quantité de, comment dire, d'applications. C'est comme ça qu'on appelle ça en français aussi, application. Une quantité d'applications aujourd'hui. Il y a tout un concept d'application sociale, révratio. Comment rendre les choses plus faciles pour des personnes qui, eh bien, qui sont les maillons faibles, disons-le comme ça, de la société. Pour les personnes malades, pour les personnes... Des choses qui ont été inventées sans... Enfin, très souvent même par des petits-enfants, qui ne sont même pas la majorité. Ken. זהו, פה השווה. אז זהו, אז השמיים הם הגבול.